Ces hommes font partie du peuple des Munduruku. Ils reviennent d'une visite chez la tribu voisine. Après 6 heures de trajet en bateau à moteur, le chef Juarez est de retour dans son village, dans son paradis, sur les bords du rio Tapajós. Le chef Juarez règne sur 120 personnes qui vivent ici en communauté, 20 familles au total. O rio Tapajós para nós, o povo Munduruku, Pour notre peuple, les Munduruku, la rivière, c'est la vie. ela que corre dentro das nossas veias. L'eau de la rivière est la vie qui coule dans nos veines. Tapajós, nós não somos nada. Sans la Tapajós, nous ne sommes plus rien. Então, Nous vivons avec et grâce à elle. ela Pour nous, cette rivière est sacrée. não é o lugar que Pas seulement la partie de la rivière dont nous vivons ici, tem lugar sagrado. mais l'ensemble de son cours. Ela é sagrada. Si la tribu est habituée au contact avec les Blancs, il n'en faut pas moins 6 heures de bateau pour rejoindre la prochaine localité. La rivière Tapajós s'écoule sur près de 2000 km. Munduruku signifie fourmi rouge. Et comme les fourmis, le peuple peut se mobiliser pour faire corps et former une grande armée prête au combat. Il vit néanmoins en paix depuis des siècles, selon un mode de vie qui lui est propre, avec sa langue, sa culture et ses traditions. Les Munduruku sont des chasseurs-cueilleurs. Ils se nourrissent de noix de coco, de manioc, de fruits, de poissons et de gibier. Esse também? Já! Ici, les hommes vivent en harmonie avec la nature et ne chassent pas les oiseaux, car dans l'imaginaire de la tribu, ils nourrissent les poissons. Aqui, essa ilha aqui, tem a praia, né? À la saison sèche, une plage se forme à cet endroit. Essa época, aí a enchente vai. En ce moment, l'eau est plus haute É quando et les oiseaux se sentent protégés sur cette île. produzindo aí que eles ficam mais Ils viennent y couver. Então, a época deles é Lorsqu'ils trouvent un lieu isolé comme celui-ci, ils y construisent leur nid. esse lugar cerrado. Aí eles fazem o ninho. C'est pourquoi ces endroits sont non seulement importants pour les oiseaux, Então, isso para nós é importante tanto mais aussi pour nous, les hommes. para os animais também, para os pássaros. Ce matin-là, les chasseurs ont tué un tapir. Il est mort dans la rivière en tentant de fuir. Levanta lá, José, esse tá baleado. Une bonne journée de chasse. Selon la coutume Munduruku, la prise doit ensuite être partagée entre tous les membres de la tribu. Cette vie idyllique est toutefois menacée depuis que le gouvernement brésilien a prévu de construire une gigantesque centrale hydroélectrique sur la rivière. Des manifestations ont été organisées, mais le chef est convaincu que le gouvernement ne renoncera pas à son projet de barrage,
qui sonnerait alors la fin de la chasse sur les berges du Rio Tapajós. Nous sommes très tristes depuis que nous avons entendu parler du projet de barrage sur la rivière. Nous nous faisons beaucoup de soucis. Nous avons peur. Nous savons qu'un barrage tuerait notre rivière sacrée. Dieu a créé cette rivière pour nous et nous devons la protéger, tout comme notre qualité de vie. La construction d'un barrage signerait l'arrêt de mort de notre rivière. Ce barrage ouvrira la porte à plein d'autres problèmes et à de nouveaux projets. Tout commence avec un barrage. Viennent ensuite les exploitations minières, puis les voies ferrées. Ils voudront exploiter la bauxite et l'or. Et cela se fera toujours sur notre territoire indigène. Notre terre vivra une invasion, l'invasion de l'homme blanc. Les craintes des Munduruku sont déjà devenues réalité à 500 km de là. Ici, sur le Rio Xingu, le barrage de Belo Monte stoppe le cours de la rivière depuis 2010. Pour les ingénieurs, le Belo Monte est le projet du siècle, mais pour les habitants qui vivent de cet affluent de l'Amazone, c'est un monstre. Ils peuvent dire que c'est un monstre à cause des dimensions du projet, mais pas pour les effets qu'il aura. Nous avons un potentiel hydroélectrique considérable au Brésil. Au lieu de brûler du charbon ou de produire des gaz à effet de serre, le gouvernement a décidé de construire des barrages dans tout le pays. Cette région a déjà connu de nombreuses interventions humaines, par exemple avec la route transamazonienne. Et cela fait longtemps qu'on y trouve aussi des pâturages. Donc, même si ce projet prévoit un chantier énorme, les surfaces inondées seront beaucoup plus petites que pour d'autres projets de taille comparable. Le consortium d'entreprises Norte Energia, détenu à 50% par l'État brésilien, a érigé le barrage de Belo Monte pour 11 milliards de dollars. La centrale a été construite par quelques 20 000 ouvriers. Aujourd'hui, elle emploie encore 3 500 personnes. Les premières turbines tournent depuis mai 2016. La centrale en compte 18 au total, qui devraient toutes fonctionner d'ici 2 ans. Une fois terminée, la centrale sera la 4e au monde avec une puissance de 11 gigawatts. Nous avons construit le barrage ici et nous dévierons une partie de l'eau du Rio Xingu vers un lac de retenue. Il a été créé là, au milieu. Un canal de 20 km de long alimentera ensuite ce lac avec l'eau de la Xingu. Ce cours artificiel sera ensuite dirigé vers l'installation hydroélectrique principale, ici en haut, pour la production d'énergie. Ce n'est pas une destruction, mais une modification de l'environnement. Nous devons adapter l'environnement et les peuples doivent également adapter leur mode de vie. Nous parlons certes de la forêt amazonienne, mais les villages indiens ont déjà des antennes paraboliques, ils ont déjà des téléviseurs, ils ont déjà des bateaux à moteur. Partout, le progrès s'est installé. Vous savez, lors de la construction de la route transamazonienne, c'était il y a 30 ans, eh bien le progrès avait déjà laissé ses premières traces. Il est impossible d'arrêter cette évolution ou de refuser d'adapter son mode de vie. Les Indiens utilisent déjà des téléphones satellites, des portables et WhatsApp. Certains disent que nous accélérons ce processus, mais il est en réalité lancé depuis longtemps. Les projets de cette taille ne font qu'accélérer le rythme du développement.
Le Belo Monte produira de l'électricité pour 60 millions de Brésiliens, selon les estimations de Norte Energia. Mais le progrès a un prix, écologique et social. Près de 40 000 personnes devront être relogées. Il semble aussi que le Belo Monte ne réduirait en rien la pauvreté énergétique de la région, puisqu'il est avant tout destiné à l'exploitation minière en Amazonie. Le gouvernement veut mener la construction du barrage à terme, en dépit des arrêts de chantier obtenus par la justice. La réalité est dramatique. Je vous donne un exemple. Lorsque les travaux ont commencé en 2010, on a affirmé vouloir protéger la forêt vierge, conformément à la loi. 10 000 hectares de terres indigènes devaient être sauvés grâce à un plan de protection. Aujourd'hui, la construction bat son plein et l'arrivée des travailleurs a eu un gros impact sur les populations locales. Mais aucun programme de protection n'a été mis en place. Ici, dans notre région, la déforestation a pris des proportions inégalées en Amazonie. Et tout cela s'est fait autour du Belo Monte. Pour constater l'étendue des répercussions du chantier, il suffit de se rendre à Altamira. Bien qu'elle se trouve à 1h30 de voiture du barrage de Belo Monte, la seule ville de la région connaît une situation dramatique. Antonia Melo da Silva est un peu la mère courage de la résistance au barrage. Depuis 30 ans, elle observe le déclin de sa ville. Des quartiers entiers sont inondés, ce qui provoque un reflux des eaux usées dans les canalisations. Le barrage de Belo Monte a des conséquences irréversibles, notamment des inondations comme celle-ci. Des habitants ont été relogés dans des quartiers sans infrastructure, sans eau courante. La violence a également augmenté et des situations inquiétantes ont vu le jour. Antonia déplore que les habitants n'aient pas été informés ni consultés avant l'arrivée de l'eau. Depuis le début du projet, aucun dialogue démocratique n'a été instauré. Jamais la population n'a pu prendre connaissance des conséquences d'un barrage de cette taille pour la région amazonienne. Les habitants sont déracinés. On leur a imposé un mode de vie. Ils tentent juste de survivre. L'électricité est devenue plus chère, le coût de la vie a augmenté. La vie en général est devenue hors de prix, alors que la qualité de vie s'est dégradée. Le chômage et la perte de notre identité dominent tout le reste. Des familles entières ont été séparées, arrachées à leur environnement habituel, à leur patrie. 7000 familles d'Altamira ont dû être déplacées à cause du barrage. Norte Energia leur a construit des logements à l'extérieur de la ville. Les habitants y vivent maintenant sans réseau d'assainissement ni eau courante, sans transport en commun ni hôpital. Le Belo Monte a toujours été vanté comme un progrès et une amélioration. Lorsque la population locale a compris qu'il n'en était rien, que tout n'était que propagande, elle a commencé à parler du Belo Monstre. Car il s'agit bel et bien d'un monstre qui a complètement détérioré la qualité de vie locale. La population vit désormais dans des conditions encore plus mauvaises. Avant le barrage, chacun faisait des projets et pouvait se projeter dans l'avenir. Aujourd'hui, personne ne sait de quoi l'avenir sera fait. Antonia parle de corruption au sein de Norte Energia et d'absence de légitimité.
En effet, les opposants ont obtenu plusieurs suspensions de la construction du Belo Monte devant le tribunal. Le ministère public d'Altamira s'attaque lui aussi au projet de barrage. Les menaces sont fréquentes. Être procureur demande du courage. Ils ont monté ici un projet dépourvu de toute base juridique. Durant toutes ces années, les conséquences sociales et écologiques liées au Belo Monte n'ont absolument pas été limitées. Et les mesures de compensation obligatoires sont largement en retard par rapport à ce que prévoit la loi. La manière dont le barrage de Belo Monte a été construit comporte un grave défaut, celui de l'illégalité. Les autorités ont rasé la maison familiale d'Antonia. J'ai l'impression d'avoir été jetée de chez moi, de ma maison, de ma vie et de l'existence que j'ai choisie. De nombreuses personnes de mon entourage sont dans le même cas. J'ai l'impression d'avoir été violée, comme s'ils avaient voulu enterrer mon identité, comme s'ils avaient voulu mettre fin à ma vie. Voilà ce que je ressens. Il s'agit d'un mépris total et d'un viol. Pour moi, il s'agit d'un crime contre l'humanité. Les Indiens Juruna vivent à 5 heures d'Altamira sur une boucle de la rivière Xingu. Jailson est l'un de leurs chefs, mais son collier est le dernier vestige de la dignité due à son titre. Autrefois, il y avait des bancs de sable, des rapides et puis des falaises ici. On devait ralentir pour trouver le meilleur chemin et surtout être prudent à cause des courants. On devait ralentir pour trouver le meilleur chemin à prendre. Et puis, il fallait être prudent à cause des courants. Il fallait naviguer en faisant des virages, en allant parfois vite et parfois lentement. Mais aujourd'hui, la rivière est semblable à un lac. Tout est calme et les eaux ne baissent plus. Je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé. En fait, avant, c'était pas comme ça. Dans le temps, il y avait des périodes de crues et de décrues en fonction des saisons. Le paysage et les arbres étaient toujours verts. Aujourd'hui, le niveau des eaux ne varie plus. Et lorsqu'ils ont commencé à retenir l'eau, nous avons vu les arbres mourir. L'eau a pris une teinte sombre. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Mais les plantes et les arbres sont tous morts. Je pense que cela est dû au fait que l'eau stagne. Je n'avais encore jamais rien vu de tel. Jamais, de toute ma vie. Les arbres pourrissent une fois dans l'eau et dégagent alors du méthane, un gaz à effet de serre. En langue indigène, Juruna signifie « maître de la rivière ». Mais les maîtres ont été asservis, tout comme la rivière elle-même. Pour arriver jusqu'à son village, Jailson doit systématiquement traverser l'un des innombrables barrages latéraux du bassin. Autrefois, il suffisait de continuer la rivière. Ce remblai, ce talus n'existait pas. Rien n'arrêtait notre trajet et le transport comme le flux continuait normalement.
Ces barrages latéraux canalisent les masses d'eau pour la centrale hydroélectrique. Sur Terre, il fait chaud. À chaque fois qu'il monte et descend la rivière, Gilson perd 20 minutes pour passer sur l'autre rive. Il faut longer encore 2 heures les talus bétonnés et les panneaux d'interdiction avant de pouvoir arriver au village de Gilson. Sa tribu compte encore 300 membres, mais la centrale électrique a tout bouleversé. L'eau est montée et les maisons ont dû être construites plus haut. Le consortium Norte Energia en a financé une grande partie. Des compensations qui font l'effet de mesures palliatives. Norte Energia a fait don de 42 écoles aux riverains du fleuve. Eux aussi y ont eu droit. De temps à autre, les turbines de la centrale en amont sont nettoyées. D'énormes quantités d'eau sont alors déversées subitement, une menace imprévisible pour les Joruna. Un jour, nous sommes partis pêcher et sommes revenus tard. Tout le monde avait peur et pensait que le barrage avait lâché. Les habitants étaient nerveux. Au village, ils pensaient tous que je m'étais noyé avec mon beau-frère. Mais si le barrage venait vraiment à céder et que de la boue déferlait d'un coup, tous les habitants des bords du fleuve mourraient. Nous vivons dans la crainte permanente que cela arrive. Seuls les anciens maintiennent encore la tradition des canots en bois qui n'ont pas besoin d'essence et qui pêchent sans bruit. Mais les responsables du barrage exigent qu'on utilise des bateaux à moteur. Avant, nous avions uniquement des canots en bois qui ne vont plus à cause de ces rampes. Si nous arrivons avec un canot en bois, les employés refusent de le remorquer. Mais il faut traverser 1 kilomètre de terre pour arriver de l'autre côté. Derrière le barrage, il y a pas mal de rapides. Seuls les bateaux en métal arrivent bien à les traverser. C'est trop dangereux pour les canots en bois. Maintenant, la plupart préfèrent prendre la route qui a été construite, mais nous vivons sur les bords de la rivière et je l'ai toujours utilisée. Les habitudes alimentaires des Joruna ont également été chamboulées. Traditionnellement, manioc et poisson constituaient la base de leur alimentation. Avant la construction du barrage, le père et le fils pêchaient sans problème. Maintenant que la rivière est coupée et qu'elle s'envase, certaines espèces sont malades ou rachitiques, d'autres ont totalement disparu. Avant, on posait plusieurs filets et ils étaient en général tous remplis de poissons le jour d'après. Mais aujourd'hui, il faut parfois attendre 2 jours avant de pouvoir remonter nos filets. En général, on n'y trouve que des feuilles et du bois pourri. Le poisson est vraiment rare. Pêcher, c'est devenu très difficile. Les Joruna ont vécu des siècles sans avoir à travailler pour de l'argent. Désormais, ils doivent générer des revenus car il leur faut acheter des aliments et de l'essence pour les bateaux. L'exploitant de la centrale électrique Norte Energia savait ce qui allait se passer. Il a fait construire une unité de fabrication de farine de manioc. Avant, on produisait la quantité de farine de manioc dont nous avions besoin.
Nous plantions juste ce qu'il nous fallait pour le petit déjeuner. Les aliments comme le maïs, la pastèque et les courges suffisaient. Maintenant, on doit planter plus de manioc et produire plus de farine afin de pouvoir les vendre et nourrir nos familles. Certains pères de famille travaillent comme journaliers chez des agriculteurs blancs. On leur a aussi construit une route. Désormais, ils prennent la voiture pour se rendre en ville. Leur mode de vie a radicalement changé, mais ils ne s'y sont pas vraiment habitués. En tant que chef des Juruna, Jailson a conscience que lui, son village et la nature sont les victimes d'une évolution fatale. Par le passé, on vivait à l'écart, juste entre nous. On était seuls avec la rivière et on vivait en paix. Alors aujourd'hui, on se sent un peu envahi. On a beaucoup trop de contacts avec les Blancs. On voit souvent des étrangers arriver au village alors qu'ils ne font pas partie de notre communauté. Tous des Blancs. Mais bon, on doit vivre avec, les choses ne sont plus comme avant, c'est tout. Autrefois, nous avions nos coutumes et notre culture. J'aimerais pouvoir revenir à cette époque où tout allait mieux. Les barrages marquent la destruction de notre culture. J'ai entendu ce qui a été dit à propos des centrales hydroélectriques dans d'autres endroits. Après la construction des barrages, la culture indigène disparaît et les communautés indiennes cherchent juste à survivre. Elles ne parlent plus leur langue et oublient leur peinture corporelle traditionnelle. Tout ce qu'elles veulent alors, c'est vivre comme les Blancs. Afin d'éviter un sort semblable à celui des Juruna, les peuples indigènes des bords de la rivière Xingu organisent la résistance. Tous souffrent des intrusions de bûcherons illégaux et d'agriculteurs qui viennent exploiter leurs terres sans autorisation. De l'État, ils n'attendent plus rien. Nous voulons que nos peuples contrôlent nos terres. Nous l'avons toujours fait, mais chaque peuple de son côté. Aujourd'hui, nous voulons communiquer davantage les uns avec les autres. Chaque tribu peut contrôler son territoire. C'est pourquoi nous voulons instaurer un groupe de rangers communs, composé de nos propres hommes. C'est pour cela que nous sommes réunis ici, avec les chefs des autres tribus. La vigilance augmente aussi sur les rives de la Tapajós. Ce matin, les Indiens ont repéré 2 bateaux suspects qu'ils ont signalés par radio aux tribus voisines. Toutes les 2 semaines, les Munduruku se parent de peinture à base de plantes. Ce matin, c'est au tour des femmes et des enfants. Mais le chef Juarez craint que les hommes arborent bientôt leur peinture de guerre. Nous utilisons toujours nos peintures traditionnelles car nous avons déjà l'impression d'être en guerre. Lorsque nous nous rendons dans la capitale pour manifester, nous nous sentons en guerre contre les projets du gouvernement. Nos droits sont bafoués, alors que nous savons qu'ils sont garantis par la Constitution fédérale. Mais le gouvernement ne veut pas reconnaître ces droits, tout simplement. Nous craignons maintenant que le gouvernement impose ses projets en faisant appel à l'armée. Voilà de quoi nous, Munduruku, avons peur. Construire des barrages ne permettra pas de produire une énergie propre.
Cette énergie sera sale. Le gouvernement aura le peuple des Munduruku sur la conscience. Ce barrage sera construit avec notre sang. Mais nous sommes des guerriers. Nous ne reculerons pas. Ils n'ont toutefois pas de vraie stratégie. Ils ne peuvent et ne veulent pas verser dans la violence. Nous luttons pour notre territoire en plantant des panneaux de délimitation. Celui-ci était le premier. C'est avec lui que nous avons marqué nous-mêmes la frontière. Celui de gauche a été réalisé pour nous par une organisation de défense de l'environnement. Il ressemble à un panneau officiel du gouvernement. Nous l'avons fixé ici avec les autres guerriers. Ceux qui sont nés sur les bords de la rivière respectent ces panneaux, car ils savent que ces terres sont les nôtres et que nous les défendons. C'est écrit sur le panneau de droite. Ici, nous protégeons notre terre-mère. Nous devons la préserver et la respecter. L'avenir de la région amazonienne est très incertain. En facilitant de tels projets de barrages et d'autres mesures en cours, le gouvernement utilise encore et toujours la possibilité d'intervenir sur les terres indigènes et de réduire leurs zones protégées. Il suffit d'invoquer la raison d'État et de publier un décret présidentiel. Cette procédure illégale laisse à craindre une ouverture de la région amazonienne aux ambitions des grandes entreprises. Tout serait alors possible. Pour moi, en tant que procureur fédéral, il s'agit d'une violation évidente de la Constitution. Nous voulons que l'humanité tout entière comprenne que ces destructions menacent l'équilibre global de la planète. Ces gens sont en train de dévaster la Terre. L'homme blanc ne comprend pas cela. Mais nous, les indigènes, nous voyons la différence. Nous vivons dans la forêt, où tout a changé. Cette chaleur inhabituelle, c'est le climat qui change. Mais l'homme blanc vit dans des maisons en pierre, refroidies avec de l'air artificiel. Il ne sent pas ces changements. Nous, oui. Alors nous luttons contre la destruction de la forêt, contre la construction de méga-barrages, contre tous ces projets pharaoniques du gouvernement. Rien de bon n'en sortira, ni pour nous, ni pour les hommes blancs, qu'ils soient riches ou pauvres, et certainement pas pour nous, les indigènes. Dans les 10 prochaines années, le gouvernement brésilien prévoit la construction de 43 centrales hydroélectriques en Amazonie. Ces enfants seront alors adultes. De leur tradition et de leur culture, il ne restera plus rien.